Catherine Loubier et Raphaël Jacob sont là pour notre panel américain. On va essayer de récupérer Michel C.O.G. qui est perdu quelque part dans le web dans un instant. C'est extrêmement important ce qui s'est passé en fin d'après-midi, c'est-à-dire le Hamas a envoyé des signaux positifs vis-à-vis du plan de paix proposé par Donald Trump, un plan en 20 points, notamment l'idée de libérer des otages israéliens qui sont détenus depuis le 7 octobre. Rappelez-vous, ça fait presque 2 ans, le 7 octobre 2023. Dans ce plan de paix proposé par M. Trump, il y a un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages dont je viens de parler, le retrait de l'armée israélienne de Gaza, une force internationale de stabilisation et un gouvernement de transition. Ça, je vous donne 5 des 20 points du plan de paix. Catherine, à quel point c'est une victoire politique pour M. Trump, ce qui se passe ce soir? Bien, c'est énorme, en fait. Hein. On ne peut pas minimiser l'importance de la réponse du Hamas déjà avant dimanche, l'ultimatum de 18 heures. Maintenant, c'est très fragile. Il faut voir comment le Hamas a rédigé cette déclaration ou a lu cette déclaration sur Al Jazeera, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas retirer leurs forces armées tant qu'Israël ne se retirera pas. Le président a déjà réagi en disant Israël doit arrêter les bombes sur Gaza si on va avoir une chance de sortir ces otages-là. Il y a quand même 22 otages présumés vivants, 25 présumés morts. Donc, c'est fragile. D'un côté, les demandes du Hamas, le diable est dans les détails, là. On pourra en reparler. Et de l'autre côté, Netanyahou, avec son gouvernement, avec une aile dure, comment, en fait, va-t-il être capable d'avoir une voie de passage dans les prochains 72 heures, on imagine. Mais il ne faut pas minimiser le fait que c'est une avancée extrêmement positive pour l'instant. Vous avez parlé du libellé du communiqué du Hamas. Je vous en lis un extrait. Le mouvement annonce son accord. Le mouvement, c'est le Hamas. Annonce son accord pour la libération de tous les prisonniers israéliens vivants et morts. Donc, c'est ça, il y en a une cinquantaine en tout, sous réserve que les conditions requises pour cet échange soient réunies. Le mouvement renouvelle également son accord pour transférer l'administration de la bande de Gaza à un organisme palestinien indépendant. Là, Michel C., quand il est question de conditions réunies, on comprend qu'il y a des détails qui restent à régler. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration du Hamas? Il y a des détails qui restent à régler sur l'échange d'otages et aussi le Hamas, d'après la proposition de M. Trump, ne devait pas participer de quelque façon à la gouvernance de la bande de Gaza et je vous lis le texte, là, le mouvement palestinien unifié dont le Hamas sera membre et auquel il contribuera de façon responsable, va être responsable. Alors ça, c'est pas du tout ce que M. Trump voulait. Je note que M. Trump, par exemple, a choisi de ne pas s'arrêter à ça et de dire on continue, on bouge, on négocie toujours. Donc, ça veut dire que d'abord, il tient beaucoup à cette entente-là, c'est la première des choses, et qu'il est capable de dire on va essayer encore, même si j'ai pas 100%, j'essaie encore. Puis, donc, est-ce que, Raphaël, il faut l'interpréter comme un pas dans la bonne direction, mais pas la conclusion d'une entente, et que, dans le fond, c'est le début d'une négociation? C'est exactement comme ça que, personnellement, je l'interprète. De la même façon, soit dit en passant, que j'interprétais la sortie de M. Trump au tout début de la semaine lorsqu'il était flanqué de M. Netanyahou, c'est-à-dire un pas. Là, on a un pas de plus. Est-ce qu'on est arrivé? Non. Est-ce que c'est énorme? Mais ça a le potentiel d'être énorme. Mais effectivement, je vous soumettrais que ce n'est pas simplement des détails qui manquent. C'est vraiment de la viande autour de l'os. Écoutez, dans le même communiqué dont vous avez lu un extrait il y a un instant, on parle de la nécessité d'avoir un consensus national palestinien dans lequel serait ancré l'avenir de la gouvernance à Gaza. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Surtout lorsque, dans les mots qui suivent, on parle de la nécessité également d'avoir un appui islamique. Et ça, dépendant comment on le définit du côté du Hamas, du côté palestinien, comment est-ce qu'Israël, il n'y a pas juste Donald Trump dans cette histoire-là, comment est-ce que le gouvernement, incluant l'aile dure à laquelle Catherine faisait référence il y a un instant, va réagir? Toutes ces questions-là, on n'y a pas de réponse. On n'a pas de réponse pour l'instant. Donc oui, c'est un pas, il ne faut pas le minimiser, mais il ne faut pas exagérer non plus et prétendre qu'on est à la veille de la fin de cette crise-là. Et on attend peut-être une déclaration vidéo de M. Trump. Son attaché de presse a publié une photo où on a l'impression qu'il est en train de lire une déclaration à la télé. Mais pour l'instant, la déclaration de M. Trump, Catherine, puis vous y avez fait allusion, c'est sur Truth Social. Il dit notamment « Je pense qu'ils sont prêts pour une paix durable
Israël doit immédiatement cesser les bombardements sur Gaza afin que nous puissions libérer les otages rapidement et en toute sécurité. Nous sommes déjà en train de discuter des détails à régler. N'est-ce pas extrêmement intéressant que, dans le fond, M. Trump mette la pression sur Israël dans cette sortie, sa première sortie depuis l'annonce du Hamas? Ben oui, absolument. Mais en fait, c'est deux choses. D'abord, il insiste sur la libération des otages. C'est la bonne nouvelle. C'est sur ça qu'il devrait mettre le focus. Puis deuxièmement, si on veut avoir même une petite chance que ça fonctionne, il faut qu'on voit un pas de danse de la part d'Israël face à celui du Hamas. Sinon, c'est inégal, là. Alors, c'est là que je dis que c'est extrêmement fragile. Comment Benjamin Netanyahou va être capable, finalement, d'avancer là-dedans. Il n'est pas venu à Washington pour rien non plus, là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est important là-dedans. Et puis, je sais qu'il y a certains analystes qui parlent d'un piège stratégique du Hamas, que le Hamas veut gagner du temps, etc. Mais il faut comprendre aussi que le Hamas est rendu vraiment peut-être, et là, je ne suis pas une experte, là, mais je me fie sur ce que je lis, au bout un peu de ces militants. Je sais qu'ils ont fait beaucoup de recrutement de jeunes dernièrement, mais qui sont mal entraînés. Combien reste-t-il de troupes vraiment très bien entraînés ou de militants bien entraînés? Une dizaine, une quinzaine de milliers, une vingtaine de milliers. Et ils ont déjà, je pense, perdu le contrôle de plus de 75 % du territoire de Gaza. Donc, ils sont aussi dans un goulot d'étranglement, puis ils se sont quand même fait dire qu'ils allaient se faire exterminer s'il n'y avait pas, une réponse ou un pas positif, comme on vient de le voir, là, dans la bonne direction. Donc, je pense que c'est le début, vous l'avez dit, d'une négociation. Mon collègue l'a dit aussi, Raphaël. Je suis tout à fait d'accord avec ça, là. Pour Benjamin Netanyahou, Michel C., il a résisté jusqu'à maintenant à toutes les tentatives pour cesser le feu, paix durable dans la bande de Gaza. Ici, qu'est-ce qui est différent, selon vous, avec le plan de M. Trump? Peut-être que M. Netanyahou, en fait, ne s'attendait pas à ce que le Hamas fasse ce pas-ci qu'il a fait aujourd'hui, mais il se retrouve dans quelle situation, selon vous, Benjamin Netanyahou? Il y avait aussi beaucoup de pression sur M. Netanyahou de la part de la communauté internationale en général. La situation à Gaza est horrible. Il y a des gens qui parlent de génocide. C'est pas quelque chose qui est facile à gérer quand on est le premier ministre d'Israël. Il y a beau avoir une coalition où il y a des gens encore plus durs que lui. Il voyait aussi que l'opinion publique israélienne, il y a d'immenses manifestations contre la guerre en Israël aussi. C'est un pays qui est très divisé. Donc, et d'autre part, s'il n'avait pas fait cette ouverture, il aurait perdu l'appui de M. Trump, qui était pas mal dans la communauté internationale, son dernier pilier, là, son dernier appui. Alors, il fallait qu'il fasse un pas. Et là, je pense que ce qu'on voit, c'est M. Trump qui dit à M. Netanyahou, OK, fais-en un autre, là. Laisse pas aller ce que nous avons déjà. Comment vous interprétez, Raphaël, la publication de M. Trump qui dit qu'Israël doit cesser les bombardements de la bande de Gaza? Un petit peu comme Catherine l'a fait il y a un instant, c'est-à-dire une tentative de faire en sorte qu'Israël donne un peu de son côté pour qu'on puisse progresser après coup du côté du Hamas. Je tiens aussi à renchérir ce que Michel vient de mentionner. On parle d'opinion publique internationale. Jusqu'à un certain point, très franchement, Israël peut se permettre de perdre, entre guillemets, la soi-disant communauté internationale. Ce qu'elle ne peut pas se permettre de faire et de perdre, c'est le géant américain. Et ce qu'on voit depuis non seulement les dernières semaines, les derniers mois, mais même les dernières années, c'est un effritement qui est spectaculaire. Et ce n'est pas une exagération au niveau de l'opinion publique américaine à l'endroit d'Israël. Lorsque je parle d'Israël, je ne parle pas simplement de la personne de M. Netanyahou, je ne parle pas simplement de son gouvernement, je parle de l'entité qu'est l'État d'Israël. On est rendu avec un taux d'électeurs démocrates aux États-Unis qui avoisine les 70 % qui disent voir Israël de façon négative. Au sein de l'électeur républicain plus jeune, on est à peu près à 1 personne sur 2. Et le New York Times, cette semaine, publiait un sondage national, encore une fois, on sonde la population américaine. C'est à peu près 1 Américain sur 2, tout parti, toute allégeance politique confondue, qui juge qu'Israël tue de façon discriminatoire et de façon délibérée des civils depuis les derniers mois à Gaza. Ça, sur le plus long terme, Sébastien, ça ne peut pas durer pour Israël. Ça représente carrément une menace qui est existentielle de perdre
l'opinion publique et par extension potentiellement les élus à Washington. Est-ce que ça a pu jouer, ça, Catherine, sur l'approche de M. Trump? Parce qu'on avait l'impression, puis peut-être que je me trompe, mais on avait l'impression qu'il était derrière Israël à tout crin à un certain moment. Il parlait même de tasser la population de la bande de Gaza pour l'amener ailleurs puis faire une Riviera Gaza sur la bande de Gaza. Là, il n'est plus dans ce ton-là du tout. Il se fait plus l'apôtre de la paix. Est-ce qu'il peut y avoir eu des pressions intérieures pour qu'il prenne cette tangente? Bien, la pression, c'est lui qui se la met sur lui-même aussi. Il veut résoudre des guerres, puis il y a ce fameux prix Nobel de la paix. Oui, il veut le prix Nobel de la paix, mais aussi en amont de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, il y a eu aussi toutes ces discussions avec les pays arabes pour essayer de trouver une solution, un plan de paix qui est supporté. C'est plus que Gaza, c'est le Moyen-Orient en entier là, qui est impacté par ce plan de paix-là. Et M. Netanyahou, vous l'avez dit, a le défi des relations publiques. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il a fait des discours aussi dans la dernière année, quand il est venu à Washington, aux Nations unies. Bon, ça a plus ou moins bien été aux Nations unies, mais justement, c'est un signe aussi à un moment donné qu'il y a comme un trop-plein là, au niveau de l'opinion publique sur ce qui se passe à Gaza et que peu importe si les Israéliens veulent exterminer le dernier des derniers militants du Hamas, l'opinion publique en peut plus, donc la pression est haute. Et aujourd'hui, c'est quand même une victoire où tous les amis de Donald Trump, si on peut dire, vont célébrer ça aujourd'hui parce que ça pourrait être de courte durée, mais disons qu'il ne faut pas ignorer l'importance de ce qui est en train de se passer. Voilà, puis disons qu'on a eu tellement de négatifs depuis 2 ans que le positif qu'on a aujourd'hui, on s'y accroche comme un espoir que la paix puisse être apportée de même, mais il reste, comme vous l'avez si bien dit tous les trois, beaucoup d'étapes à franchir. Pour les... Michel C., là, on parle de la bande de Gaza, évidemment, mais la Cisjordanie ou les territoires occupés, ça... on ne sait pas s'il y a de résolution de conflits possibles. Ça reste... L'idée d'avoir 2 États, Israël et la Palestine, aux yeux de M. Trump, ça, c'est une idée qui chemine ou c'est une idée qui est morte, à son avis? Je pense que là, ce qui presse, c'est de régler Gaza. C'est ça qui est le vrai problème. Après ça, actuellement, en Cisjordanie, il y a une sorte d'État palestinien. C'est pas vraiment un État reconnu par toute la communauté internationale, mais il y a quelque chose là. Ça pourra peut-être évoluer quand la situation à Gaza sera réglée. Mais actuellement, rien de ça ne pouvait même être envisagé tant que la situation à Gaza n'était pas réglée. Raphaël? La seule chose que je mentionnerais là-dessus, c'est que pour Israël, présentement, au sein du gouvernement de M. Netanyahou, c'est très clair qu'on n'est même pas ouvert à considérer la possibilité d'avoir une solution à 2 États. Donc, le gouvernement américain peut avoir sa position de son côté. Donald Trump peut changer sa position là-dessus comme sur une panoplie d'autres enjeux 50 fois par jour. Au final, il n'y a aucun signe, pas aujourd'hui, pas il y a une semaine, pas il y a un an, que le gouvernement de M. Netanyahou semble moindrement ouvert à changer sa position là-dessus. Et tant que ça ne change pas, personnellement, je demeure extrêmement sceptique par rapport à une réelle et complète fin à cette crise-là de façon plus large. Voilà, puis c'est ça, on comprend qu'il y a plusieurs étapes à passer, puis il y a plusieurs acteurs là-dedans. Le gouvernement israélien, le Hamas aussi, il y a peut-être d'autres forces en présence, évidemment, Donald Trump et les États-Unis, mais disons qu'aujourd'hui, on va cocher ça comme une journée positive a priori. Un petit mot sur, Michel C., sur Mark Carney, qui va se rendre à Washington la semaine prochaine pour rencontrer le président Trump. Est-ce qu'on doit vivre d'espoir aussi, tant qu'à être dans l'espoir, pour un règlement de la guerre commerciale? Un règlement définitif qui arriverait mardi, je pense pas. Et vous savez, mardi, M. Trump sera peut-être encore très préoccupé par ce qui se passe au Moyen-Orient et aura peut-être pas tout le temps qu'il va recevoir M. Carney, c'est sûr, mais il y aura peut-être pas des grandes négociations qui vont se faire là. Mais à un moment donné, à partir du moment, placez-vous du côté de M. Carney et de la partie canadienne, à partir du moment où le président ouvre la porte du bureau ovale et dit « Viens faire un tour », tu y vas. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Et M. Carney n'a pas peur de sortir de là en disant oui, on n'a pas encore d'entente, mais on a quand même progressé un peu. Oui, parce que ça peut être dangereux de se retrouver dans le bureau ovale avec Donald Trump, mais il n'a pas cette crainte-là, Mark Carney. C'est ça que vous dites? Je pense qu'il a de suffisamment bonnes relations avec M. Trump pour qu'il ne se fasse pas faire un Zelensky, là.
C'est Raphaël, ça qui serait vraiment... vous alliez dire, Michel? C'est ça qui serait vraiment une catastrophe Ouais. et je pense pas que ça va arriver. C'est ça. Donc, l'idée qu'on se parle, Raphaël, on dit toujours que dans une négociation, le plus important, c'est de se parler jusqu'à ce qu'il y ait la conclusion d'une entente, mais comment vous voyez la visite de M. Carney à Washington? Je ne la vois pas présentement parce qu'elle n'a pas eu lieu et très franchement, on sait à peu près rien. Donc, je garderai les commentaires pour mardi, mercredi prochain. Oui, on continue à se parler, mais qu'est-ce qui est accompli sur le fond en date d'aujourd'hui? Bien, la réponse, c'est ceci. Je t'ai mal cadré, ceci. Rien. Donc, on comprend. Reste que, Catherine, est-ce que monsieur... Parce qu'on en parle moins des tarifs, on a l'impression que ça va se régler finalement lors de la négociation de l'accord de libre-échange. Êtes-vous de cet avis que tout ce qui se passe avant la renégociation de l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, c'est des paroles, puis que ça ne donne pas grand-chose? Catherine. Bien, j'espère que non, parce que ça peut être long, la renégociation, là. Ça fait juste débuter et puis ça peut durer plus qu'1 an, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans, ça dépend de ce qu'on discute, en fait. Est-ce qu'on discute de l'entente actuelle? Est-ce qu'on va élargir l'entente? Comme l'a répété souvent M. Carney, avec une autre entente, ou en tout cas un petit peu plus de viande autour de l'os au niveau de la sécurité continentale et de la défense. Est-ce que c'est pour ça qu'il va à Washington? Ce serait bien, mais c'est sûr que de continuer à ne pas parler à M. Trump, ou en tout cas peut-être lui parler au téléphone, je ne sais pas, mais disons que les réunions sont assez rares et c'est important. La relation avec M. Trump, c'est très, très important. C'est dans sa personnalité. Plutôt que de rester au Canada puis d'être une cible constante, est-ce que ça peut aller plus mal que maintenant, franchement? Il y a des tarifs sur à peu près tout. C'est catastrophique. On le sent vraiment dans l'économie canadienne. Je pense que le début 2026 va être très, très dur pour les compagnies au Canada parce que ça a des effets assez dévastateurs. Donc, j'espère que ce n'est pas un voyage blanc. On verra. Mais Dominique Leblanc, qui est le ministre qui s'occupe de ces négociations-là, a dit cette semaine, ne l'oublions pas, à la fin, il va rester des tarifs. Alors, on commence déjà à faire baisser un peu les attentes du côté d'Ottawa. Et Dominique Leblanc, c'est celui qui campe littéralement à Washington pour négocier. Il ne faut pas l'oublier. Donc, quand il dit à la fin, il va rester des tarifs, à la fin de la négociation pour le renouvellement de l'accord de libre-échange, c'est ce qu'on comprend, n'est-ce pas? Donc, on n'aura pas... C'est ce que lui comprend, en tout cas. C'est ça. Donc, on n'aura pas, le Canada, la même entente qu'on a actuellement où la vaste majorité des produits canadiens ne sont pas taxés par des tarifs américains. C'est ça que vous comprenez, Michel? C'est ce que je comprends de ce que M. Leblanc comprend. D'accord. Mais... Très bien. On est au deuxième niveau. Mais je reste avec vous, Michel. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une monnaie d'échange à offrir? Catherine parlait de la défense, par exemple. Est-ce que pour avoir un accord qui fait notre affaire, un accord de libre-échange, on peut offrir quelque chose à Donald Trump? M. Trump veut la participation du Canada au dôme doré, ou appelez-le comme vous voudrez. Là. En même temps, il a cette semaine redit si vous voulez l'avoir, vous l'aurez gratuit si vous êtes le 51e État. C'était peut-être pas le meilleur moyen de préparer une visite de M. Carney à Washington, mais c'est clair que cette histoire-là, sur la défense nationale, M. Trump y tient, d'autant que on voit des images là, de sa rencontre avec les généraux cette semaine. Ça ne s'est pas super bien passé, cette histoire-là. Alors, dire j'ai des amis, j'ai des gens qui veulent faire des choses avec moi sur la question de la défense, sur la question du dôme, c'est pas une mauvaise chose pour M. Trump. Est-ce que ça peut être une monnaie d'échange, Raphaël, selon vous? C'est tellement difficile, sans spéculer, de répondre à cette question-là. On verra. Pour l'instant, encore une fois, il n'y a rien qui est accompli sur le fond. Avec Donald Trump, on sait surtout lorsqu'il est question des tarifs. On peut aller dans toutes les directions, monter, reculer, descendre. On ne le sait pas. La seule chose qu'on sait, de un, c'est qu'on va continuer à négocier pour non pas semaines, mais pour des mois. M. Leblanc a beau dire une chose aujourd'hui, ça peut être le contraire rendu au lendemain. Donc, attendons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est immensément plus importante, Sébastien, vous allez apprécier, comme amateur de baseball que vous êtes, c'est que demain, c'est le début des séries de division. Donc, la dernière chose que j'ai à vous partager, c'est pas une déclaration orale, c'est une déclaration visuelle. Donc, comme c'est ici... Les Phillies? Go Phillies! Pas encore! C'est la seule chose que j'ai à dire. Pas encore! Moi, je vous dis, go Blue Jays, et je suis rempli d'espoir parce que c'est la journée de l'espoir aujourd'hui. Les amis, merci beaucoup et bonne fin de semaine. Les Expos sont plus là, hein? Bon baseball. Ah, ça, c'est dommage. Non. Bon baseball. Bye. Merci. Merci.